La gueule de l'emploi, présentée par Caroline Cabot. Bonjour à tous, moi c'est Caroline, je suis ravie de vous accueillir dans La gueule de l'emploi sur Radio JM, une émission hebdomadaire pour parler de l'emploi et faire rayonner les entreprises de notre magnifique territoire. Et justement, aujourd'hui, on va parler de tech, d'innovation, de vision et de courage avec une entreprise marseillaise qui bouscule pas mal de certitudes. J'ai le plaisir de recevoir Thomas Cargent, CEO de Mail in Black. Bonjour. Bonjour, une entreprise pionnière en cybersécurité qui a relevé un pari qu'on lui disait perdu d'avance, monter une boîte tech à Marseille, une idée que beaucoup jugeaient naïve, irréaliste, voire vouée à l'échec. Mais non seulement ça a marché, ça a super bien marché. Dans un environnement souvent jugé peu propice au scale, Thomas et ses équipes ont prouvé qu'on pouvait innover, croître, recruter, performer et défendre une vision forte de l'entreprise depuis Marseille. Et tout cela sans compromis, avec une culture profondément humaniste, radicalement égalitaire, respectueuse, courageuse. Une entreprise où la sécurité n'est pas seulement celle des données, mais aussi celle des collaborateurs. Thomas, bonjour, on est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous, on a une tradition dans la gueule de l'emploi. On aime bien comprendre, bien sûr, d'où viennent nos invités. Donc, on ne va pas y déroger cette fois-ci. Thomas Cargent, CEO de Mail in Black. Quel était votre premier job et quels en sont les apprentissages qui continuent de vous servir aujourd'hui ? Eh bien, Caroline, j'étais équipier chez Quick. Génial. Je faisais le ménage, les frites. J'ai fait plein de jobs avant de me fixer sur la tech. J'en retiens l'humilité de ce premier job. Voilà. On adore et effectivement des institutions qui offrent pas mal de possibilités pour les étudiants. Aujourd'hui, oui. Donc Thomas, vous avez grandi dans le Sud, puis vous êtes parti très jeune à l'international et avez notamment travaillé plus de 16 ans chez Microsoft. Et puis vous avez décidé de revenir et de rejoindre le projet Mail in Black qui lui existait depuis 2003. Alors une question qui nous brûle les lèvres bien sûr, c'est pourquoi et pourquoi à ce moment-là vouloir revenir dans le Sud et après tout ce que vous aviez vécu dans votre carrière chez Microsoft, qu'est-ce qui vous donne envie de vous investir chez Mail in Black ? Caroline, je suis un pur produit des GAFAM. Des méchants GAFAM et des GAFAM qui ont été très bien pour moi. Je garde des souvenirs fabuleux donc des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Donc j'étais chez Microsoft. Tout mon écosystème historique en vient. Tous les gens avec qui j'ai travaillé en intelligence artificielle, sur les sujets de cloud, en France et ailleurs, viennent de cet écosystème. Et j'avais vraiment une envie brûlante de revenir à mon pays natal en tant que enfant né d'une mère qui était née en Tunisie, d'un père qui est né en Asie, au Vietnam. Je suis né dans ce pays, j'avais très envie de prendre la direction d'une société française, et qui plus est dans ma région natale, puisque je suis né dans cette région quand même, ma femme y est née aussi, et puis Mail in Black en particulier, parce que c'est un sujet qui m'excitait beaucoup, il consiste à démocratiser l'accès à la cybersécurité. Et ça j'aime bien, parce que c'est un sujet d'impact, voilà. Et qu'est-ce qui fait que vous y croyez ? Parce que des sujets sur la cyber, il y en avait peut-être plusieurs. Il y a beaucoup de startups qui ont dû se dire « Ah pétard, avoir Thomas Cargent, incroyable !» Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce projet-là ? Il touche le sujet de la cyber aujourd'hui, c'est le sujet de la vie numérique. On est tous aujourd'hui collés à des écrans, on propage des données, que ce soit sur des réseaux sociaux, des communications mail, Teams, Slack, etc. On propage des données. Et en fait, le fait qu'aujourd'hui, vous savez, il y a quelques années encore, on parlait de je suis en ligne ou pas en ligne. Aujourd'hui, on est toujours en ligne en réalité. On est toujours en ligne, on propage des données. Le fait de propager des données et de passer 7-8 heures par jour à être connecté à des écrans ou à communiquer, fait qu'on renseigne en réalité, on renseigne le numérique mondial sur un tas d'informations nous concernant, d'accord ? Si je faisais une recherche aujourd'hui sur vous, je pourrais trouver 80-85 points de données, d'accord ? Le sujet de la cybersécurité, il est intimement lié à celui de la propagation de la vie numérique. On est connecté tout le temps, on devient de plus en plus vulnérable. Donc moi, ce qui m'excite aujourd'hui, c'est de me dire comment j'utilise des intelligences artificielles, des recherches en sciences cognitives, pour protéger à 360 degrés un utilisateur. Je considère que la vie numérique, ça va devenir quelque part un espèce de droit fondamental. Ça va être très lié à la liberté de penser, à la liberté d'expression. Voilà ce qui m'enthousiasme sur le sujet de Mail in Black. Alors, ce qu'on disait en introduction, c'est vrai, on vous l'a beaucoup dit, votre truc, ça ne marchera pas, à Marseille, vous n'y arriverez pas. On a envie de leur dire quoi à ces personnes ? Et pour les entrepreneurs locaux qui entendent ça aussi, ouais, à Marseille, tu ne pourras jamais scaler, il n'y a rien ici. Comment est-ce qu'on peut les rassurer ?
Non, je pense qu'il y a plusieurs France en France, plusieurs Marseille à Marseille. Moi, je suis plutôt du côté de ceux des optimistes, des gens qui ont envie de faire des projets, de construire et qui se posent finalement. Et ben, on est content de vous recevoir Très aujourd'hui bien, alors. voilà. Et je me pose pas de questions au-delà de ça, et je regarde les conditions. Alors c'est marrant ce que vous dites, parce que oui, on m'a traité de dingue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qui vous traite de dingue. Et est-ce que vous allez vouloir les recruter demain, finalement? Plusieurs m'ont dit, mais pourquoi pas Seattle, le cœur de Microsoft, tu y as été, ce serait fantastique, voilà, ce serait génial pour tes enfants. Pourquoi pas la Chine, c'est là que tout se passe, et j'y ai vécu dans ces deux pays-là, de fait, plus jeune, et j'ai passé énormément de temps à Seattle sur les sujets cloud, intelligence artificielle. Pourquoi Marseille? Tu vas jamais recruter de talent, hein, c'est ça qu'on dit. Tu vas jamais arriver à lever de fonds. La ville, attention, c'est aux US que ça se joue. Et bien justement, j'ai vécu aux US et j'ai vécu en Chine. Et moi, mon constat aujourd'hui, c'est que c'est ici que ça doit se jouer maintenant, en fait. C'est-à-dire, de quoi on a besoin finalement. Je pense vraiment, Caroline, que les Français sont parfois sous une forme de propagande un peu autodénigrante. Parce que moi, factuellement, je suis revenu ici dans la région depuis 6 ans. Je pose une annonce pour un data scientist. J'ai 450 offres, 450 candidatures qui viennent de partout en Europe. Alors vous allez me dire, oui, Thomas, il y a eu Covid, Marseille est devenu attractif. Ben oui, Marseille est devenu attractif. On a aujourd'hui des quartiers qui sont attractifs pour des gens enfants, des Allemands, des Néerlandais, des Anglais, qui plutôt que de rester à Londres, se disent, tiens, j'irais bien travailler sur un projet vraiment cool depuis l'endroit où j'ai passé mes vacances enfant. Donc les candidatures, les talents, c'est pas du tout un problème, Marseille, si vous voulez. Et ça, il faut connaître la ville pour le savoir, quelle est son attractivité. La dernière opération que j'ai faite, 20 fonds de private equity étaient intéressés. 20 fonds. Et on a pu choisir nos fonds. Et ce sont des fonds français. Il y a des centaines de fonds français. Caroline, qu'est-ce que c'est que cette grande blague de il n'y a pas de fonds d'investissement en France? Mais pas du tout. En France, en Europe, on a pléthore. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle en réalité. Et souvent, on parle de la tech et de ces startups et de ces scale-up et de ces accélérations. Si vous regardez d'autres secteurs d'activité, on est quand même un pays qui a créé le Concorde. On est quand même un pays qui a créé des formes d'énergie, un pays qui a fait des tonnes d'inventions depuis Pasteur qui sont tout à fait illustratifs, qui sont tout à fait exemplaires de ce que ce pays peut faire. Voilà. Donc voilà, si j'avais ce que j'ai envie de dire à ces personnes, c'est que Caroline, si Marseille c'est une ville où on peut rien faire et qu'un gars moyen comme moi arrive à faire quelque chose d'à peu près correct dans cette ville, je me dis mais imaginez vous qui m'écoutez peut-être ailleurs en France tout ce que vous pouvez faire dans un pays qui a une santé gratuite, contrairement aux États-Unis, qui a une vraie liberté de pensée et d'expression, contrairement à la Chine. Et où l'État sait investir en recherche et développement, non, je dirais, waouh, regarde tout ce que tu peux faire. Eh ben, ça fait du bien de vous entendre, Thomas Kerjean, aujourd'hui. Alors, puisqu'on est tous les deux là entre nous, que personne d'autre ne nous entend, est-ce qu'il y a quand même eu un moment où vous avez douté d'avoir fait le bon choix en vous installant ici? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, est-ce que là vraiment, j'ai bien fait? Non, je suis super heureux ici. Eh bien, on est ravis de vous avoir. Made in Black, aujourd'hui, c'est une entreprise de cybersécurité souveraine, rentable, en croissance, avec une mission claire, protéger les collaborateurs à 360 degrés dans une vie numérique de plus en plus exposée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vous proposez, à qui et en quoi c'est innovant? Alors, c'est très simple. En clair, on protège 2,2 millions de personnes en France aujourd'hui. D'accord? C'est pratiquement 8-9% de la population active. C'est quand même intéressant de le regarder comme ça. C'est quoi le gros sujet de cybersécurité? C'est finalement se dire, la plus grosse faille, on s'occupe du plus gros problème de cybersécurité de toutes les organisations en France. L'humain, le comportement humain. Vous pouvez protéger votre infrastructure, vous pouvez tout protéger. La faille fondamentale, et de manière croissante ça va être le cas, ce sera l'humain. Parce que l'humain, il va être dépassé par l'accélération qu'on a aujourd'hui sur les technologies et l'intelligence artificielle. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On offre un cockpit, voilà, qui vous donne un cyberscore, comme un Nutri-Score. Vous êtes l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Ben voilà, on protège l'Institut Paoli Calmette à Marseille, pour donner un exemple. On va protéger tous les employés, d'accord? On va vous donner un cockpit qui va vous donner un cyberscore, un peu comme Nutri-Score, qui va vous donner un niveau de maturité, de cybermaturité, maturité numérique de vos employés.
Et il va pas faire que ça, il va vous donner des résolutions. On va protéger chaque aspect clé de votre vie numérique. Comment vous pouvez être attaqué? Par l'email. C'est notre métier historique. Et là, on va offrir une solution pour protéger chaque employé contre les communications email, les navigations dangereuses avec des intelligences artificielles en traitement du langage naturel très élaboré qu'on construit depuis Marseille au Vieux-Port. Une autre solution logicielle va être même testée, va envoyer des simulations d'attaque basées sur des connaissances en sciences cognitives pour vous entraîner. Une troisième solution... Une liste des salaires les plus hauts de l'entreprise. Oui. .xls. C'est ça, exactement, liste des salaires. C'est ça, c'est exactement ça. Et là, on est sur un sujet de biais cognitif, c'est-à-dire comment on va vouloir, en fonction de la menace, la séduction, l'appât du gain, comme dans l'exemple que vous citez ici, cliquer ou pas cliquer, se faire piéger. On a une troisième solution une solution de e-learning. Donc tout pour vraiment se former de manière très très simple, de manière ludique, gamifiée. Et enfin, un gestionnaire de mots de passe. Donc on a vraiment de quoi sécuriser la vie numérique d'un employé en entreprise. Voilà, à 360 degrés. Thomas Kerjean, Made in Black, donc c'est une croissance assez remarquable avec 120 nouveaux collaborateurs en 5 ans et demi, un chiffre d'affaires de 17 millions réalisé principalement en France et ce auprès de 22 000 clients différents. Une entreprise qui se développe très bien, une entreprise qui est rentable et surtout qui a devant elle des perspectives énormes puisque le marché du software en France c'est 20 milliards et ça ne fait qu'augmenter, que celui de la cyber est donc dans les mêmes proportions et tendances. Mais ce qui m'a le plus surprise en préparant cette émission, c'est votre vision très incarnée de la culture d'entreprise que vous avez mise en place. Vous dites de vous, je suis radicalement égalitaire, on vire les gens sexistes, la base c'est le respect, et dans un environnement tech où beaucoup d'entreprises peinent à rassembler 17 à 20% de femmes parmi leurs effectifs, c'est des chiffres qui sont issus de Syntec en 2024, vous, sans le rechercher particulièrement, vous avez chez Made in Black un comité de direction majoritairement féminin. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par radicalement égalitaire et comment ça se traduit au quotidien dans l'entreprise? Je sais pas, peut-être qu'on a un truc avec le respect des lois en France, je sais pas, je suis un peu bête là-dessus en fait. Et c'est très simple en réalité ce que je fais. Je fais qu'appliquer la loi française, Caroline. La loi française est égalitaire. On a une devise nationale qui est liberté, égalité, fraternité. Ce qu'on entend par égalité, c'est égalité de droit, égalité devant la justice. Ben voilà, c'est tout simplement ça. Je vis dans un pays qui a cette loi, qui a quand même une constitution et des droits fondamentaux. Donc concrètement, je fais que respecter la loi française en matière d'égalité des chances, de salaire égal à travail égal, de compétences égales, de progression au mérite, l'interdiction de harcèlement, c'est légal aussi, du sexisme et de racisme. Donc voilà, donc en fait, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de tolérance envers le respect de ce que je considère comme la base de ce qu'on doit respecter pour faire un projet ensemble en entreprise. Le résultat est que j'offre aucune complaisance, qu'on soit clair. J'ai pas de quota, j'ai souvent cette question, est-ce qu'il y a non. En fait, mécaniquement, je pense que si vous assurez une atmosphère de sécurité, fatalement, vous allez avoir des candidatures différentes qui vont postuler, des gens. Et donc, en fait, on va avoir de fait un accroissement de la population féminine. Voilà. Donc vous allez quand même assez loin dans ces démarches au sein de Made in Black. Vous avez cherché à être labellisé Bye Bye Sexism. Alors déjà, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et ma question terrible, je ne sais pas si vous êtes prêt à l'entendre, mais comme on est entre nous, c'est pas très grave. Vous avez été beaucoup accompagné par Isabelle Régnier, professeure en psychologie et vice-présidente égalité hommes-femmes et lutte contre les discriminations à Aix-Marseille Université. Quelles pratiques ou croyances sexistes très ancrées avez-vous dû déconstruire? Ouais. Alors c'est pas Isabelle Régnier, je regarde de très près ses travaux. C'est BPW, l'association BPW, qui nous a accompagnés sur ce label. Alors pourquoi on a fait ça? On voulait savoir s'il y avait du sexisme. Ça m'intéressait. J'ai 2 filles, je voulais savoir si j'étais le dirigeant d'une société où il y avait du sexisme. Voilà. Et donc ça se présente comme un questionnaire anonyme pour les employés, voilà. Et j'ai appris quand même quelque chose un peu clé. La très forte majorité des gens en réalité n'est pas sexiste. Elle ne l'est pas. En réalité, vous allez avoir quelques gens vraiment, voilà, d'autres qui sont très. Mais en fait, vous avez une grande majorité qui suit
la tendance dominante, qui comprend et qui est prête à entendre. Donc, radicalement égalitaire, oui, mais on fait des formations aussi, on fait de la sensibilisation. Et en fait, ceux qui ne comprennent pas le fond du sujet, c'est parce qu'en fait, ils ne connaissent pas, ils savent pas qu'il y a des preuves scientifiques qui indiquent qu'une femme et un homme sont également intelligents d'un point de vue cognitif, je veux dire, d'un point de vue capacité dans tous les domaines. Donc voilà, en fait, ce qui est important, je pense, c'est plutôt de créer des conditions, pour que les gens à la fois comprennent la règle et à la fois aient une pédagogie sur le fond, et qu'ils comprennent que c'est pas un avis, comment dire, c'est pas une opinion, c'est comme la Terre n'est pas plate. Hein. J'ai lu récemment encore qu'il y avait 9% des Français, 16% des Américains qui pensaient que la Terre était plate. Non, Ce sont des chiffres importants quand même. Oui, ça relève de l'éducation, ça. Non, on peut faire des preuves, on peut montrer aux gens que c'est faux, c'est pas une idéologie que de dire la Terre est ronde, c'est pas une idéologie que de dire les femmes doivent avoir une égalité de chance. Non, c'est parce que si elles sont équitablement intelligentes, il n'y a pas de raison objective voilà. Et ce sont des éléments sur lesquels vous parlez d'éducation. Il y a beaucoup de construction culturelle. Vous avez 2 filles, vous travaillez sur ces sujets. Est-ce que vous vous êtes rendu compte vous-même qu'il y avait des choses sur lesquelles vous aviez des automatismes et que vous avez dû justement déconstruire? J'en ai sûrement. Je pense qu'on en porte tous. Ça vient de nos milieux, de notre éducation. Après, j'ai été élevé par une femme seule, médecin. Donc forcément, j'ai peut-être une certaine idée déjà de la femme, mais j'en porte certainement, oui, puisqu'au-delà de mon influence familiale, j'ai forcément eu une influence scolaire, télévisuelle, mais pas qui m'est particulièrement marquée. Je reste vigilant. Ça marche. Thomas Kerjean, il y a une notion dont on entend de plus en plus parler, qui n'est pas toujours facile pour autant à incarner, c'est le courage managérial. Une notion qui vous tient beaucoup à cœur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pourquoi est-ce que c'est aussi important ? Il y a des aspects vraiment géniaux dans le management de ce qui est le plus chouette. On a fait une école de management parce que chez Made in Black, parce que d'ailleurs les managers sont rarement formés en France. Formés à recruter, à fixer des objectifs. C'est étonnant quand même, alors que c'est pas c'est un autre métier que celui d'être sales ou d'être développeur. C'est un job à part entière. Il consiste à développer des gens et à manager la performance des gens. Et en fait, il y a des aspects géniaux. Celui de révéler le potentiel de quelqu'un, c'est quand même quelque chose de génial. Et en France, je reviens sur votre question de tout à l'heure sur est-ce que la France, on peut rien faire. Mais si, en fait, vous êtes sur un pays où les gens ne demandent qu'à être libérés, ne demandent qu'à pouvoir faire exploser leur potentiel. Ils sont d'ailleurs mis sous une cocotte minute souvent. Ça, c'est l'aspect positif. Voilà. Et pour revenir sur votre question, le courage, c'est de pas mentir en fait aux gens. On gagne un temps fou d'ailleurs en ne mentant pas finalement dans la vie, et de dire aux gens qui ont du potentiel qu'ils seront un jour bien plus forts que vous. C'est tout ce que vous pouvez souhaiter. Il faut un certain courage pour se dire mon job, c'est pas d'être le plus fort, c'est de recruter des gens qui vont devenir extrêmement forts. Tout comme dans l'autre sens, se dire aussi avouer à des gens qui vraiment expliquer à des gens qui n'ont pas ce potentiel mais qui peuvent se développer d'une autre manière, voilà. Et je pense que c'est assez déterminant voilà, pour vous répondre sur le courage managérial. Et alors comment est-ce qu'on le transmet à nos équipes parce que est-ce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre? Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre? Oui, mais il faut avoir quand même quelques prédispositions, je pense. Je pense qu'il faut bien aimer les gens. Il faut bien aimer. Faut pas se sentir en concurrence. Faut pas être câblé de manière politique. Après, je pense qu'on peut créer des conditions de base, sentiment de sécurité, contre le sexisme dont on parlait tout à l'heure. Et après, créer des conditions de développement, ça dépend de. Oui, ça s'inculque, mais il faut un goût des autres quand même. Thomas Kerjean, dans la gueule de l'emploi, on aime bien les histoires, les anecdotes. Est-ce que vous en auriez une peut-être à nous partager, un moment fort, une décision, une personne qui a marqué l'histoire de Made in Black et qui illustre bien votre vision de l'entreprise? Bon, l'histoire de Made in Black, on est une société de 120 personnes qui fait 17 millions, donc on a encore beaucoup plus à prouver que ce qu'on a prouvé à ce stade. On est encore un début de scale-up, voilà. Si une anecdote qui résume... c'est une anecdote, je sais pas si elle résume, mais elle résume bien l'ambiance que j'aime bien. On a lancé Cybercoach. C'est un nouveau produit, on venait de le développer, donc il y a une grosse émulation quand on développe et quand on lance un produit. Et puis, c'est la technologie de simulation de cyberattaque. Vous utilisez, vous avez des modèles, voilà. On lance ça, et on est très fiers.
Et on est allé au front ensemble avec les populations commerciales, avec les sales. On a appelé des centaines de clients et puis il y avait quelque chose de magique. Ça a fait un carton très vite. Magique parce que ce qu'on avait imaginé, il faut quand même se dire, dans la tech, il y a ceci de fabuleux que ça existe dans plein d'autres domaines, mais vous produisez, vous avez une idée, vous la produisez, vous la voyez acheter, vous la voyez avoir un impact. C'est quand même super excitant. Mais à la fin de l'après-midi, il s'est passé un truc vraiment drôle avec Marine Cordaro, qui était manager commercial. On s'est mis à faire une course de trottinette improvisée dans les locaux. On adore ce genre de choses. Ouais, mais et c'est là où je trouve qu'en fait, ça résume assez bien la vision que je peux avoir d'une entreprise. C'est un projet, voilà, c'est un projet qu'on fait ensemble. On n'est pas là pour surréguler les comportements, on est là pour créer un cadre. C'est comme si on tournait un film ensemble finalement. On écrit un scénario, on le déroule. Donc c'est un projet. Et en même temps, le fun en entreprise, je vous donne cet exemple parce que le fun en entreprise, ça s'improvise pas. C'est pas, vous voyez, faut pas chercher dans tout le milieu de la tech. Souvent, on aime bien le fun corporate. Je déteste ça. Oui, moi, c'est quand même une alchimie entre les gens qui doit c'est exister. ça, voilà, et qui d'un coup part. Voilà, ça c'était un moment vraiment mémorable. Thomas Kerjean, on le disait tout à l'heure, Men in Black, c'est 120 nouveaux collaborateurs en un peu plus de 5 ans. Quels sont aujourd'hui vos enjeux de recrutement pour les mois à venir et sur quel métier en particulier ? On recrute des account managers. Donc des sales qui savent en B2B, et qui ont travaillé dans la tech idéalement auparavant, qui ont une vraie envie d'être sur un projet, qui considèrent pas leur job comme transactionnel et qui ont envie de s'inscrire dans un projet de manière un peu durable. Des account managers, des inside sales aussi, c'est sur les segments de marché plus petits aussi. Et là, ce qu'on cherche essentiellement, je regarde plus aujourd'hui les diplômes des gens, je regarde essentiellement, est-ce qu'ils sont apprenants ? Est-ce qu'ils ont la niaque ? C'est les deux choses que je regarde principalement. On recrute aussi un RSI, un responsable des systèmes d'information. Là. C'est un job super intéressant chez nous parce qu'on est une boîte de tech, donc le job de RSI il est particulièrement excitant. Et un product marketing manager ici. Donc voilà, quelqu'un apte, product marketing, analyse de marché, analyse concurrentielle, test de prix, test d'élasticité de prix et création de contenu, ce genre de choses-là. Voilà. Donc vous nous avez donné des premières clés de réponse sur la notion d'être apprenant, mais pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui se demandent s'ils pourraient postuler, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font qu'on ait un good fit avec vous ? Oui, l'envie d'être utile à la société. Parce qu'on est sur un projet qui est très connexe avec, on est presque un service d'utilité publique, on est en train de dire, dans la vie numérique aujourd'hui, on protège des gens au quotidien. Et on est très fiers de protéger, de se dire, post-Covid, on a protégé 1500 hôpitaux, les clients vous appellent en vous disant merci d'exister. L'envie d'être utile, voilà. C'est particulier, la cyber, c'est quand même, on a une notion de, comme dans la santé ou l'éducation, de quelque chose d'un peu souverain. Après, on cherche des caractères qui sont très autonomes, qui sont exigeants avec eux-mêmes, qu'on n'est pas là pour babysitter, qui se sentent responsables, qui sont adultes. Voilà, j'aime bien les relations d'adulte à adulte. Enfin, je sais pas, moi-même et manageuses, on n'est pas là pour babysitter nos candidats, leur expliquer, bien sûr, il y a des juniors, on les intègre, mais ensuite on s'attend à des relations adultes et des personnalités apprenantes, je le redis, parce que très vite savoir faire des tests, ne pas culpabiliser en cas d'échec, très vite avancer. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui, des gens qui sont comme ça et qui savent apprendre vite. Voilà. Et alors justement, quand on a une culture aussi forte que celle que vous avez chez Men in Black, comment est-ce qu'on fait pour la faire ressentir et donc identifier finalement l'adéquation ou non dès les premiers échanges ? À quoi est-ce que ça ressemble un process de recrutement chez Men in Black ? Le process est assez classique. On fait 3 entretiens qui sont basés sur une méthodo des GAFAM en fait, une méthodo STAR, c'est-à-dire on fait illustrer par des exemples très concrets une compétence, des use cases. Moi, je procède beaucoup sur les postes clés par use case. Je donne carrément une situation et je regarde comment toutes les compétences sont ramassées à travers une situation. Donc ça, c'est plutôt c'est le process un peu formel. Après, une fois que les candidats mettent les pieds dans les locaux, qui en général, ils ont quasiment tout le temps envie d'y travailler. Je sais pas vous dire pourquoi. Ça fait 6 ans maintenant que j'ai peut-être perdu le recul, mais il y a une atmosphère que ça communique. C'est clair, les gens s'y sentent bien. Et je vais vous donner un exemple. Je vois tous les gens en onboarding. Vous savez, quand une fois qu'ils ont été intégrés, 15 jours après leur arrivée, je les vois et ils disent tous sans exception qu'ils ressentent une atmosphère d'entraide, de soutien. Voilà, ils disent, on se sent bien, on sent quand même que tout le monde veut que je sois bienvenu.
Voilà, et ça, ça fait un peu partie du good fit qu'on peut avoir avec nos candidats. Notre dernière question, Thomas Cargin, avant de vous libérer. Notre question rituelle dans la gueule de l'emploi. Quel est votre mantra, cette bonne pratique qui vous a suivi tout au long de votre carrière et que l'ensemble de vos collaborateurs ont forcément entendu en travaillant à vos côtés? J'ai pas de mantra, Caroline, j'ai réfléchi à cette question, mais ni au travail ni dans la vie, en fait, j'ai des livres de chevet. J'ai pas de mantra, de phrase toute faite, je fonctionne pas comme ça à dire des trucs à des équipes. Je suis chef d'entreprise, en plus je suis pas en charge de leur vie spirituelle. Mantra, ça a cette connotation quand même. Non, par contre je lis beaucoup de bouquins, et quand on me pose cette question, je recommande des bouquins. Voilà. Mon livre de chevet, sont les pensées de Marc Aurèle. Je le lis souvent, voilà, parce que c'est un livre sur le stoïcisme. En fait, ce sont les notes personnelles que l'homme le plus puissant de la planète à l'époque, Marc Aurèle, un empereur romain au IIe siècle après Jésus-Christ, et il est bouleversant d'humilité, ce dirigeant. Il est bouleversant de sérénité, voilà. Il est d'un discernement incroyable. C'est-à-dire, il se prend pas du tout pour ce qu'il n'est pas. Il sait qu'il va disparaître un jour. Il essaye de faire le mieux possible dans son job, et je trouve ça hyper inspirant de le lire, parce que si cet homme-là a ce poste-là, on parle quand même de l'empereur de Rome à une époque d'apogée de Rome, est capable de ce recul, de ce discernement, je me dis que tout le monde doit être capable de l'être, finalement. Un grand merci en tout cas Thomas Cargin pour votre temps, pour votre franchise et pour ce que vous construisez ici avec Men in Black. C'est un vrai plaisir de vous recevoir dans cette émission de la gueule de l'emploi. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver cet entretien en podcast sur notre site internet radiojm.fr, rubrique La gueule de l'emploi.